Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le webinaire sur la prise en charge du cancer de l'ovaire durant la pandémie de COVID. Euh, juste pour introduire tout le monde, Dr. Diane Provencher, gynéco-oncologue au CHUM, sera notre experte pour ce soir. Madame Carole Filion, notre patiente, et Dr. Mathias Castonguay, qui est le coordinateur résident en tronc commun à l'Université de Montréal. Je voulais remercier déjà la Coalition Priorité Cancer du Québec, Cancer d'Ovaire Canada. Et aussi récemment, on a eu un partenaire, World Ovarian Cancer Coalition, donc la coalition mondiale, qui sont rejoints à nous et feront partie très importante du webinaire qu'on va organiser en anglais pour le cancer de l'ovaire. Moi, je suis modérateur de la part de l'équipe de Comment je traite COVID-19 ou How I Treat COVID-19. On est un groupe de médecins et d'étudiants de médecine surtout, où l'initiative est vraiment de trouver la bonne information et d'essayer de diffuser la bonne information durant la pandémie. C'est une initiative personnelle et un projet à but purement académique. L'initiative des webinaires, c'est vraiment de pouvoir faire un recensement du besoin et de la nécessité, qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque maladie. Et là, on est rendu à parler du cancer de l'ovaire et notre objectif, c'est vraiment de regrouper patients, médecins, intervenants et professionnels de santé ensemble pour essayer d'évaluer c'est quoi le besoin qui existe pour les rapporter après aux associations médicales pour faire les changements adéquats. Donc, le plan, vraiment, c'est très simple et le format est très convivial et je vous incite, s'il vous plaît, à nous faire part de chaque question que vous avez. Le plan, c'est très simple. Un, l'aperçu sur la prise en charge du cancer de l'ovaire avant la COVID-19. Dr. Provencher, moi, on va discuter un peu de quoi les enjeux qui étaient les plus importants avant la COVID. La deuxième partie, c'est les enjeux, donc comment la pandémie a-t-elle influencé les soins du cancer de l'ovaire. Puis on va avoir un témoignage de Mme Filion et les changements vécus depuis le début de la pandémie, une période de questions-réponses. Puis il y aura une intervention de Valérie, Mme Dean et du cancer de l'ovaire Canada, qui aura juste quelques mois. Juste quelques Zoom ou webinaires étiquettes. Cliquez sur chat ou le Q&A qui existe en haut, juste dans la barre en haut ou en bas chez vous, dépendant comment vous êtes en train de visualiser Zoom. Et s'il vous plaît, écrire vos notes écrire vos questions dans le chat box et on va au fur et à mesure, on va les répondre. Si jamais c'est directement en rapport avec le sujet, sinon on va répondre à la fin. Un rapport sera rédigé et disponible sur notre site et le webinaire sera disponible aussi sur notre channel YouTube pour toute autre question. Et dernière chose, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas répondu, il y a des questions qui m'ont déjà été envoyées. Vous pouvez les envoyer à notre adresse webinars@howitreatcovid19.com ou directement sur le site et on va certainement vous répondre à ça. Et par conséquent, je vais vous faire la suite et on va passer tout de suite au webinaire. Et bonjour, Dr. Provencher, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Donc, je sais, on avait discuté avant au début, on va le rendre vraiment quelque chose de vraiment très convivial et très simple. Et je veux quand même, si on veut aller étape à la base, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la prise en charge du cancer d'ovaire? C'est quoi en général, comment une patiente qui s'y a diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire au début, en général, c'est quoi le parcours habituel qu'elle a avant la pandémie? Actuellement, on a comme deux voies d'entrée, si on peut dire. On a une voie d'entrée qui est évidemment l'urgence, OK? Patiente chez qui on n'a pas vraiment suspecté rien d'anormal dans son passé, soit via son médecin de famille ou quoi que ce soit, et soudainement, cette patiente-là se retrouve avec un gros ventre, difficulté à digérer, peu d'appétit, puis évidemment les joues qui commencent à creuser un petit peu. Ça, c'est la façon à l'urgence. L'autre façon qui nous arrive à l'occasion, ça va être soit via un bureau de médecin ou encore via peut-être même l'aspect génétique, je dirais, parce que de plus en plus, les patientes qui ont déjà eu un cancer d'ovaire vont se voir offrir un test en génétique. Donc, leurs familles vont être déjà sensibilisées un petit peu à la notion du cancer de l'ovaire. Donc, ces patientes-là vont arriver peut-être un petit peu plus précoces et tout ça.
Évidemment, la question qui se pose pour une patiente avec un diagnostic présomptif, à ce point-ci, c'est encore présomptif de cancer de l'ovaire, ça va être de vraiment définir le diagnostic. Alors, est-ce qu'on va aller en chirurgie primaire? Est-ce qu'on va aller plutôt effectuer une biopsie pour mieux déterminer? C'est un petit peu là que ça va se jouer. Puis c'est peut-être là avec notre pandémie COVID-19, où il y a eu peut-être un peu plus de questions qui se sont posées. Peut-être plus d'interrogations. Peut-être on a moins versé dans le standard ou dans les affaires. On s'est plus posé des questions par rapport à, bon, est-ce que la vulnérabilité de la patiente est importante? Oui, non. On a même pris en charge avec des questionnaires de vulnérabilité, tout ça. Évidemment, dans le but de limiter l'accès des patients et du personnel à possibilité d'infection, etc. Mais évidemment, le souci de maintenir le standard a toujours été présent. Ça, c'est certain. Et est-ce que ces enjeux, en général, vous aviez déjà une grande proportion aussi des patients qui vous ont été référés d'autres hôpitaux. Est-ce que ça, c'était en grande partie où vous travaillez dans un centre tertiaire et dans un centre, un des gros centres? Et est-ce que ces étapes étaient très importantes quand même pour vous de prendre en considération? Est-ce qu'il y avait un parcours qui est différent entre des patients diagnostiqués au CHUM par rapport à des patients diagnostiqués dans d'autres hôpitaux? On reçoit évidemment des patients qui sont adressés directement au CHUM, puis on a évidemment des patients qui sont transférés au CHUM venant de d'autres centres hospitaliers. Et je pense que l'arrivée de la pandémie a fait en sorte que, oui, on a accepté tout le monde, mais on s'est vraiment interrogé à savoir quelle était la possibilité de vulnérabilité d'une telle ou telle patiente pour être sûr de ne pas l'exposer à quelque chose qui aurait pu être dangereux. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, je veux dire, l'expression de dire on apprend à piloter un avion pendant qu'on est dans l'avion, c'est un peu ce qui se passe avec la pandémie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas puis qu'on apprend au fur et à mesure. Entre autres, qu'est-ce qui arrive si une patiente a un cancer, elle est en traitement, mais en plus, elle attrape COVID. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui font en sorte qu'on est obligé de s'ajuster, de faire des choix, de faire des discussions. Alors, c'est peut-être là où ça nous a amené beaucoup plus de sensibilité par rapport aux patients. OK. C'est peut-être un plus de la pandémie, dans le fond. Et il y a en grande partie, on se pose toujours la question pourquoi on commence avec des chimiothérapies, pourquoi on fait des chirurgies, pourquoi on fait, est-ce qu'il y a des thérapies ciblées, est-ce que c'est quoi? En général, si on veut simplifier l'affaire en termes de diagnostic et en termes de modalités thérapeutiques dans le cancer de l'ovaire. On parle de chirurgie, on parle de chimiothérapie, et là récemment, depuis un petit bout, on parle de thérapie ciblée ou surtout des inhibiteurs de PARP ou toutes les situations. Puis, on parlait des études cliniques. Donc, il y a vraiment même 4 modalités. La radiothérapie est de moins en moins utilisée. Il n'y a pas vraiment de place à part un traitement symptomatique. Donc, si on veut résumer cette combinaison de 4 traitements, on les utilise où et dans quelle situation pour qu'on puisse juste, avant de passer à la prochaine étape? Bon, le gros standard du du traitement du cancer de l'ovaire est évidemment de prioriser chirurgie en premier, suivi de chimiothérapie. Par contre, il y avait eu beaucoup d'études qui avaient été faites antérieurement et qui avaient parfois été mises de côté par les groupes américains. Parfois, les groupes européens essayaient de vanter le bénéfice pour démontrer que, dans le fond, quand une patiente avec un cancer de l'ovaire, qu'on l'opère en premier, qu'on l'opère à mi-chemin dans sa trajectoire de chimiothérapie, il n'y avait pas de différence dans sa survie. Okay? Là, arrive un autre joueur qui mettait à risque la vulnérabilité des patientes. Mais évidemment, c'est certain qu'avant de décider d'aller en chirurgie primaire, on voulait s'assurer qu'il y avait un bénéfice. Puis le bénéfice, c'est évidemment quand on pense au scan, quand on étudie le scan qui a été fait, quand on évalue que la probabilité d'être capable de tout enlever, elle est vraiment présente. Okay? Ça, à ce moment-là,
c'est un critère pour dire, bon, OK, notre standard, première ligne, ça va être chirurgie en premier et non pas chimiothérapie en premier. Souvent, on réserve le choix de chimiothérapie d'abord, évidemment, une fois que le diagnostic est posé, puis ça nécessite une biopsie. On va favoriser cette solution-là s'il y a soit des indices de vulnérabilité ou il y a des événements qui arrivent. Vous savez, une patiente avec un cancer de l'ovaire, bien, elle a beaucoup de risques de faire une embolie pulmonaire ou de faire une phlébite. OK? Donc, c'est sûr que si elle arrive à l'urgence déjà avec une phlébite, bien, ça l'hypothèque déjà un petit peu pour passer en chirurgie comme modalité primaire. On se rassure avec les études qui avaient été faites, à savoir que, OK, on semble penser qu'il n'y a pas d'infériorité à offrir A ou B aux patients. Donc, dans le contexte de COVID, évidemment, chaque cas qui est allé en salle d'opération a évidemment été évalué sur plein de choses. Bon, d'abord, son état de santé, sa vulnérabilité, la possibilité d'être capable de reséquer la maladie au complet, puis évidemment, les disponibilités qu'il y avait dans l'hôpital. Évidemment, un hôpital qui est complètement fermé parce qu'il ne reste plus de lit, il n'y a pas de respirateur, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'anesthésiste disponible. À ce moment-là, ça ne devenait pas possible, OK? Fait qu'il il a fallu comme évaluer chacun des items, OK, pour être capable de poser les bons gestes. C'est sûr qu'en même temps, on n'est pas sans savoir que juste avant que COVID arrive, il y avait une grosse initiative où on essaie de plus en plus de caractériser la tumeur. Autrement dit, quand la patiente a sa biopsie, on essaie de faire parler le tissu pour dire, bon, ben est-ce qu'un inhibiteur de PARP pourrait être utile ou pas? Donc, ça, c'était déjà instauré dans les initiatives qu'on avait faites. C'est sûr qu'il va falloir continuer à développer cette voie-là parce qu'avec les congrès qui sont survenus récemment, on voit très bien que oui, si c'est le cas, bien, ces patientes-là qui sont susceptibles de répondre aux inhibiteurs de PARP, bien, il faut vraiment leur donner la possibilité. Fait que je pense que ça a été un peu je veux dire, ça a été une activité, OK, de vraiment sélectionner les cas pour le mieux possible dans ce qu'on pouvait faire. Maintenant, arrive la patiente qui a une récidive de cancer de l'ovaire. Bien, à ce moment-là, là encore, il y a peu de patientes qui sont en récidive qui vont bénéficier de chirurgie. Puis ça, même dans les derniers congrès, pardon, il y avait des éléments pour nous démontrer qu'il faut vraiment, vraiment cibler ces patientes-là. La chose que je pleure un peu, c'est qu'évidemment, en temps de COVID, tout ce qui a été activité de recherche a comme pris une baisse importante, mais tout doucement, on va reprendre nos activités là-dedans pour essayer justement de vraiment trouver la solution pour les patientes avec cancer de l'ovaire. Donc, si je veux résumer un peu de notre point de vue aussi, parce que nous, on vous réfère quand même beaucoup de patients. Les patients se présentent aux urgences ou sont référés pour une situation avec un cancer des ovaires avancé ou métastatique, ou bien elles vont aller c'est rare qu'elles vont aller en chirurgie en premier. En général, on donne des chimiothérapies préopératoires, on les opère, puis on continue la chimiothérapie, ou dans certains cas, c'est vraiment une chimiothérapie seule. On recherche si jamais il y a une anomalie génétique qui pourrait les rendre susceptibles à des inhibiteurs de PARP pour pouvoir maintenir cette bonne réponse qu'on va recevoir. Le problème, c'est que toutes ces étapes de diagnostic jusqu'au traitement ont été influencées par la COVID. Une grande partie que nous, on avait vu aussi, c'est une diminution de la présentation aussi des patientes et une diminution du diagnostic aussi. Il y a beaucoup de patientes elles sont restées chez elles à la maison. Il y a moins de références qui ont été faites. On a eu une diminution du nombre des patientes qui sont présentées à l'hôpital ou une présentation aussi des patientes qui ont attendu quand même un stade un peu plus avancé pour se présenter, comme en catastrophe, en attendant de se présenter à l'hôpital. Une des choses que nous, on avait de la misère aussi à donner, c'est quoi et ça, on revient un peu à une des questions qui vient d'être posée, c'est on veut donner une chimiothérapie qui est très importante pour rendre votre chirurgie faisable. C'était quoi les mesures qu'on avait mis en place pour vous? Au début, c'est quoi les mesures que vous avez mis en place pour s'assurer que la chimiothérapie est donnée en de bonnes conditions et en sécurité?
Évidemment, les patientes sont soumises à un questionnaire assez exhaustif, OK, qui va vérifier si Euh, s'il y a des symptômes de fièvre ou mettons, de malaise ou s'ils ont été en contact avec des personnes exposées à la COVID ou est-ce qu'il y a eu des voyages ou pas, ou est-ce que... Alors, toutes ces questions-là, c'est toujours standard, c'est comme une grosse routine. Il y a évidemment le lavage des mains à quasiment tous les étages avant d'arriver au 14e étage. Il y a le masque, il y a plein de choses, évidemment. Au CHUM, on a la chance d'avoir des cubicules isolés, individuels, où les patients ne sont pas vraiment confrontés avec tout le monde. Les accompagnateurs, malheureusement, n'avaient pas droit de se présenter en même temps que les patientes pour ne serait-ce les accompagner pendant le temps de la chimio, qui peut parfois être très long. Donc, on a essayé de vraiment limiter la possibilité d'infection. Il y en a eu des infections. Je veux dire, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de recenser dans les hôpitaux de Montréal combien de patients ont eu le cancer et COVID en même temps. Puis, on voit que dans différents hôpitaux, ça a été un petit peu différent. Puis, tout doucement, on va essayer d'évaluer ça a été quoi la portée de tout ça. Mais je pense que dans chaque hôpital, tout le monde a pris soin d'avoir des mesures le plus, comment je dirais ça, pour limiter le plus possible l'exposition au COVID. Et est-ce que vous avez été obligé de retarder des traitements ou de retarder, surtout, on va parler quand même de chirurgie, parce que ça, c'est un des secteurs qui a été le plus affecté. Comment Ouais. vous avez fait pour, si on va retarder des chirurgies, que ce soit déjà une des choses qui était le plus difficile même pour nous, c'est, on a dit toujours, on faisait les chirurgies urgentes. Mais comment on définissait l'urgence chirurgicale? Ça, c'est en premier. Deux, comment s'assurer que la chirurgie est faite dans un délai raisonnable et c'était quoi les mesures qu'on prenait pour s'assurer que la patiente, son pronostic ne soit pas affecté si la chirurgie est décalée? Mm-hmm. Écoutez, au tout début, je me souviens très bien, là, le 13 mars, OK, quand la catastrophe nous est tombée sur la tête, il y a eu énormément de rencontres, de discussions, de forums. Le regroupement des gynécologues oncologues du Québec avait même fait un gros power, puis on a essayé de définir des ABC pour vraiment statifier les cas urgents. Évidemment, les patientes avec cancer de l'ovaire ont eu le numéro 1 comme urgence. OK? Les patientes avec cancer de l'endomètre, par contre, les cancers de l'endomètre de bas grade, mettons, ces patientes-là ont plus été traitées avec de l'hormonothérapie pour comme ralentir la progression du cancer de l'endomètre puis permettre qu'elles soient opérées ultérieurement, mais toujours en surveillant. Il y avait comme des échos à tous les mois pour être certain que la maladie ne progressait pas. Donc, après ma barre, les patientes avec cancer d'ovaire ont eu priorité dans toutes les... par rapport au cancer gynécologique, ça c'est certain. Maintenant, où il y avait peut-être des choses différentes, c'est disons que les traitements qui sont comme hebdomadaires, mettons à toutes les semaines où quelqu'un vient à l'hôpital, on a eu tendance à les éviter et à essayer de plutôt prendre une stratégie qui était soit aux 3 semaines, soit aux 4 semaines, soit à la maison pour essayer justement de diminuer l'exposition. Hmm. Évidemment, ces cas-là, c'est plus les cas de récidive, OK? Où on sait très bien que le succès des chimiothérapies en récidive est à peu près le même avec à peu près toutes les chimiothérapies. Donc, il y a eu des stratégies qui ont été faites à ce sens-là pour encore là limiter l'exposition. OK. Et une des choses aussi qu'on avait dû trouver dans les choix de traitement, les consultations génétiques. Les Ouais. consultations génétiques, ben ça, j'ai eu une longue discussion avec Zaki, avec Dr. El, OK. qui est le généticien du CHUM, parce que une des choses qu'on se posait à chaque fois, c'est que c'est vrai que les gens disent à ce moment-là, oui, oui, mais c'est juste une prise de sang. Non, s'il y a on appelle en anglais le counseling génétique, qui est le conseil génétique, qui est très, très important. Il y a un consentement à signer. Avec Mme Fillon, on a eu une très grande discussion aussi dans un contexte un peu particulier, c'est que
comment on peut convaincre les membres de la famille que c'est important. Il y a quand même un truc d'élaborer très important. Et que ce qui est bon avec la télémédecine maintenant, c'est que les patients pourraient avoir ce conseil génétique par téléconférence. Et une des choses qui a avancé les choses, c'est que maintenant, au lieu qu'une patiente qui a 3 heures de route à voyager à Montréal, elle pourrait faire ses prises de sang à côté de chez elle. Elle a eu un conseil téléphonique par télémédecine. Et ça, on a trouvé quand même que ce qui est comme Mhm. conseil génétique, la télémédecine a aidé un peu dans ça. Oui, il y a aussi, il y a eu beaucoup, il y a eu le développement qui se faisait en parallèle aussi avec des capsules ou des espèces de vidéos, ou des mini-zooms ou des trucs comme ça. C'est certain que autant les médecins, le personnel, tout le monde, les patients, il va falloir qu'on s'adapte à cette façon de faire, OK? Je peux vous dire qu'au CHUM, il y a eu beaucoup de patientes à qui on a remis des sites privilégiés d'Internet pour leur dire, bien, écoutez, le conseil génétique, vous pouvez l'obtenir là. C'était des forums qui avaient déjà été validés. Ça se fait en Ontario, ça se fait aux États-Unis, mais les patients ne prenaient pas le temps de le regarder. C'est comme si, je pense, c'est pas une culture qui est tout à fait encore en nous, OK? Mais qui va le devenir. Je veux dire, pour le bien, pour le mal, je veux dire, c'est toujours difficile, hein? Vous savez, quand on va dans un magasin, qu'au lieu de parler à une personne en chair et en os, on est obligé d'aller sur leur site web, OK, pour aller commander ce qu'on veut. Mais je pense qu'il va falloir qu'on évolue. Ouais. C'est... En fait, c'est une des raisons derrière laquelle on a décidé de développer le site parce que je crois qu'il y a beaucoup d'informations partout et l'idée derrière la collaboration et surtout avec aussi Cancer d'ovaire Canada et derrière la réalisation de ces webinaires, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour recenser les besoins et les problèmes qui existent. Et c'est exactement comme vous l'avez mentionné. Oui, il y a beaucoup d'informations partout, mais les patientes ne savent pas où est-ce qu'elles est. Et si elles vont aller, elles sont en train de se fier plus à ce qui est écrit dans les groupes Facebook. Hier, on a eu un webinaire sur le cancer du poumon. Et une des choses aussi qui est sortie, c'est que il y a beaucoup de groupes de patientes qui sont sur Facebook, qui sont des groupes fermés où les patientes reçoivent un médicament en particulier et il y a une énorme confiance qui se fait entre les patientes aussi entre elles. Est-ce que ça, c'est les choses, c'est là où on doit circuler la bonne information? Il y a beaucoup d'informations bonnes ou mauvaises qui circulent partout, mais peut-être qu'on n'est pas en train de trouver la bonne façon de faire passer le message. Donc, ça serait quand même aussi quelque chose qu'on doit aussi prendre en considération. Est-ce que, ouais. Est-ce que pour vous, il y a une grande partie des suivis médicaux qui ont été faits par téléphone? Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont maintenant, on fait les prises de sang. C'est difficile de faire les prises de sang au CLSC, mais ça se fait quand même pour les patients. Et même aujourd'hui, on a aussi une communication que même au CLSC, ça va être priorisé les bilans d'oncologie, mais on les appelle par téléphone. C'est sûr que ça engendre un peu un stress pour nous et pour les patientes. On est habitué à palper l'abdomen pour savoir s'il y a de nouveau de l'acide, s'il y a des douleurs quelque part. Comment vous avez géré ça à distance? Ben effectivement, nous autres, on a pris le tournant télémédecine. Pas facile, vous savez, tout ce qui est l'aspect non-verbal, moi, c'est ce qui me manque, OK? Je veux dire, de voir arriver une patiente, de voir les yeux, de voir la lumière dans ses yeux, là, je la vois plus. Bon, on parle beaucoup, on parle de plein de choses, puis on parle pas juste de médecine, on parle du jardin, on parle de n'importe quoi. Mais, puis, évidemment, ça fait des journées qui sont très chargées. Je peux vous dire que je ne termine pas une journée de clinique avant qu'il soit 8 heures le soir. Je veux dire, combien de fois je suis rendue, il est rendu 6 heures, 7 heures. Parce que tout ça, ça a été long. Puis ça, c'est pour le même nombre de patients que ce qu'on voit habituellement, OK? Mais où je suis fière, c'est que je me dis, écoutez, c'était quoi le bénéfice de faire déplacer quelqu'un, souvent accompagné, payer le stationnement, sans venir, alors que le questionnaire peut peut-être mettre en relief les problématiques. Évidemment, si une patiente me dit je saigne, OK, mais c'est certain que je vais lui donner rendez-vous demain, après-demain en présentiel, OK, autrement dit, en présence. J'ai l'impression, par contre, je ne sais pas si vous avez la même opinion, j'ai l'impression qu'on va probablement dépendre plus de l'imagerie. Étant donné que justement, on ne met pas la main sur le ventre ou l'examen gynécologique, tout ça, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être demander des scans un petit peu plus souvent.
Je sais pas, j'ai hâte de voir. Je sais qu'en ce moment, il y a eu du retard là, dans cet aspect-là, mais je suis curieuse de voir, une fois qu'on en sort, là, s'il va y avoir un effet entonnoir là-dedans. Là. Ouais. Plutôt, moi, je suis en train de voir, avant, on était comme pragmatique dans ce qu'on faisait. C'est que on a un CA 125 tous les mois et on a un scan tous les 2, 3 mois, dépendamment du stade de la maladie et de la situation du patient, indépendamment de tout ça. La pandémie nous a amené un peu à réfléchir un peu plus sur la pertinence de ce qu'on demande et la pertinence de ce qu'on ne demande pas. Parce que la dernière fois, on avait aussi une autre rencontre où une patiente exprimait son stress de ne pas avoir son scan habituel toutes les 2 mois alors qu'elle l'avait avant dans le passé. Et alors que moi, maintenant, je me fie plus à... la clinique, elle compte. Le marqueur, il compte des fois. On a eu récemment une patiente en commun qui a progressé alors que son marqueur est resté normal. Et cliniquement, elle progressait. Elle a fini par venir à l'hôpital alors qu'un marqueur était complètement quand même, le CA 125 est resté normal. Est-ce que cette patiente, j'aurais dû lui garder ses scans tous les 3 mois qu'on ne faisait pas habituellement? Donc, probablement que oui, vous avez raison que vraiment, on va faire des scans, mais les scans avaient eux-mêmes leur enjeu aussi. Chaque patiente qui devait venir pour faire son scan, on devait désinfecter tout le scan et entre-temps, il y avait un accès, donc probablement on va finir par ouvrir les salles de radiologie 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins et la désinfection et de tout ça. Donc, probablement que tout ça va changer et qu'il n'y aura plus une seule recette pour tout le monde et chaque recette sera personnalisée pour chaque patient, mais ça restera probablement une combinaison clinique, biologie et radiologie. Mais je trouve exactement, c'est que chaque patient qui nous éprouvait un symptôme bizarre, on la faisait venir à l'hôpital. Donc, finalement, juste avant de passer avec les témoignages de, tout ça, de Mme Maffillon et de tout le reste, je vais finir après les études cliniques. On a eu un gros problème dans les études cliniques de dire parce que les études cliniques sont importantes dans le développement. Et un des médicaments qu'on donne aujourd'hui, on le donnait depuis 2 ans en études cliniques et c'est comme ça qu'on est en train d'avancer. On a eu un gros gifle dans la face avec la pandémie qu'on dépend de plusieurs choses pour avancer la médecine. Et là, c'est comme si on a reculé un peu en arrière et on a besoin de rattraper un peu. Dans un centre comme vous, vous faites beaucoup de phase 1, donc de développement moléculaire de base, et en même temps de phase 3 ou un médicament avant qu'il soit mis sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé pour la pandémie et ça a été affecté à quel point et est-ce qu'on est capable de rattraper le retard? En fait, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'on ne pouvait pas recruter de nouvelles patientes. Donc, évidemment, les patientes qui étaient déjà enrôlées, qui étaient déjà en traitement, elles ont pu continuer à recevoir leur traitement expérimental. Il n'y avait pas d'autres patientes qui arrivaient en supplémentaire. Ça a permis aux équipes de recherche de se mettre à date, OK, avec la documentation, parce qu'évidemment, en recherche, c'est toujours très, très lourd. Mais ça a permis aussi aux équipes qui travaillent à développer des nouveaux projets de recherche, complètement nouveaux, là, OK? Écoutez, on a fait beaucoup d'écriture, on a fait beaucoup de réunions, il n'y a personne qui a chômé, OK? Alors, on arrive avec des nouvelles choses qui sont prêtes à mettre en place, OK? Ça nous a obligés à réfléchir. Autant ça nous a obligés, COVID nous a obligés à réfléchir par rapport à sélectionner les patientes, à vraiment penser à ce qu'on faisait. Autant en recherche, ça a permis un peu la même chose. Là, par contre, c'est le temps de repartir pour vrai, là, puis de mettre ça en branle, OK? Ouais. Mais je pense qu'il y a eu un temps, une pause, OK, qui a pu être efficace pour plusieurs équipes. Ouais. Donc, dernière question, en fait, une question qui a été posée en privé par Mme Pellerin. C'est une question quand même assez pertinente et je pense que ça vaut la peine de la poser maintenant avant de passer à témoignage de mon opinion. En fait, la question est facile. Est-ce que toutes les patientes reçoivent les mêmes traitements partout dans les hôpitaux? Et est-ce qu'il y a une collaboration entre les différents hôpitaux? Ou est-ce qu'il est toujours préférable d'avoir un deuxième avis concernant c'est quoi le protocole préférable auprès d'un centre tertiaire?
Moi, c'est une question qui est extrêmement importante. Et nous, partant de nous, moi, je travaille à Joliette dans un centre communautaire où nos gynécologues ne font pas de la gynéco-oncologie. Et j'ai fait votre connaissance depuis 5 ans, alors que je recherchais c'est quoi, où est-ce qu'on doit opérer nos patientes. Donc, je vais vous laisser vous dire votre point de vue de ça, puis je vais dire après mon point de vue de ça. Donc, est-ce que les patientes ont besoin de prendre une deuxième opinion toujours? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les différents hôpitaux et est-ce que les patients reçoivent partout les mêmes traitements avant la COVID et durant la COVID? Je pense, après ma barre, le traitement du cancer de l'ovaire, c'est comme deux entités, OK? Il y a la chimio, il y a la chirurgie. Je pense que en première ligne, je pense que les chimiothérapies standards pan-québécois, je pense que c'est assez uniforme. Évidemment, on peut toujours vouloir une petite affaire exhaustive un petit peu plus en projet de recherche, puis il existe effectivement des projets de recherche qu'on appelle de première ligne. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Ça ne s'adresse pas à beaucoup de patientes. Il y a vraiment des critères très sélectifs. Mais je pense qu'on n'a pas besoin que toutes les patientes du Québec soient mises sous recherche pour essayer d'avancer assez rapidement. Les projets de recherche évoluent très, très vite parce que entre les États-Unis, ici et l'Europe, il y a beaucoup de participants, donc il y a comme une espèce de turnover où est-ce on obtient les résultats rapidement. Je pense qu'au Québec, on est chanceux pour ça. Il y a quand même assez de collaboration puis de discussions qui se font. Il pourrait en avoir plus, puis effectivement, il va en avoir plus. Pour permettre justement de voir dans chaque centre qu'est-ce qui se passe. Mais je pense qu'après ma barre, il y a encore des centres où est-ce que les patients ne vont pas en chirurgie. Ça, je trouve ça malheureux, ça ne devrait plus exister. Mais la grande majorité, je dois dire, il y a de plus en plus de collaboration. Je pense que du côté des gynéconcos, on est super content quand on reçoit un appel, puis on dit qu'est-ce que tu en penses, on discute, on échange. Puis la question n'est pas de voler une patiente de sa région, parce que, je veux dire, la distance, c'est quelque chose. Il y a une fatigue. Je veux dire, mais je pense qu'en ayant des bonnes collaborations, je pense que l'ajout des infirmières pivots au Québec a été vraiment quelque chose qui a permis des fois, quand on est super occupé, d'être capable de contacter un tel ou une telle, OK, pour permettre d'optimiser, OK, les traitements. Puis maintenant, bien, avec les scans qui peuvent être importés via les ordinateurs. Tu n'as plus besoin d'amener ton petit CD pour l'amener à l'hôpital puis se faire lire. Puis là, il y a eu beaucoup d'avancements, je pense, qui s'est fait justement pour permettre une belle collaboration. Oui. Ben, c'est exactement, moi je pense que pour répondre à cette question, l'important c'est toujours qu'il y ait impliqué une gynéco-oncologue ou un gynéco-oncologue dans le dossier. Et oui, les traitements qui se font peuvent se faire partout la même. La chimiothérapie peut être administrée à Joliette, à Chicoutimi, à Montréal, c'est la même. Mais la qualité chirurgicale dépend du pas pareil. gynécologue. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc oui, en gros, le plan de traitement est standard, mais l'important, c'est qu'il implique un gynéco-oncologue ou une gynéco-oncologue qui connaît vraiment bien le type de cancer qui a été fait. Toujours, les patients ont besoin, pas ont besoin, ont le droit d'avoir une deuxième opinion, mais les gynéco-oncologues, vous vous connaissez toutes et tous, et vous avez quand même une belle association aussi ensemble. Et en gros, le traitement est le même, qu'il soit administré partout, mais l'accès au traitement, l'accès au conseil génétique, l'accès aux inhibiteurs de PARP qui sont nouveaux, ça peut être un peu différent. Mais en général, tous les gynéco-oncologues sont capables de proposer le même plan. Et la même chimiothérapie, elle peut être administrée à Montréal, au CHUM, à Chicoutimi, n'importe où. Et puis même, vos inhibiteurs de PARP commencent de plus en plus à être accessibles partout, là, je veux dire, avec les différents programmes d'accès. C'est sûr qu'il a fallu développer ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des patientes qui ont pu en bénéficier il y a 5 ans et non pas juste maintenant, OK, parce qu'elles étaient en recherche, OK? Mais il fallait la faire, cette recherche-là, pour être certain qu'on ne causait pas de tort à personne puis qu'on pouvait avancer. Là. Puis là, ben, on va continuer à avancer encore avec d'autres choses. C'est ça. Oui. Parfait. Donc là, maintenant, je vais passer la parole à Mme Fillon. Donc, je vais envoyer ça. Bonjour, Mme Fillon. Donc, si vous pouvez nous exposer un peu au début, c'était quoi votre parcours dans la maladie et comment la COVID comment vous avez reçu
la- les, les nouvelles de la COVID, qu'est-ce que ça impliquait pour vous surtout. Et en gros, vous avez été aussi, vous avez eu le test de la COVID. Donc, vous êtes présenté même à l'hôpital, hospitalisé pour 24 heures et vous avez attendu le résultat de voir est-ce que vous êtes infecté ou pas. Comment vous aviez vécu cette information et ce stress? Moi, j'ai eu à me rendre à l'hôpital je pense que c'est le 14 mars, le 15 mars, je me rappelle la date exacte. Et je toussais beaucoup, je faisais de la température. Puis, je me suis sentie bien reçue à l'hôpital, en sécurité aussi. Les personnes qui sont auprès de moi avaient l'équipement de protection. Moi aussi, je l'avais. D'abord, les autres étaient protégés, moi aussi. Ils m'ont isolé tout de suite en partant. Puis 24 heures plus tard, je suis repartie avec un diagnostic de bronchite et des antibiotiques. J'avais fait le test de COVID le jeudi, j'ai eu le résultat le mardi d'après. Je n'étais pas très inquiète parce que j'allais mieux depuis que je prenais les antibiotiques. Mais je pense que je m'aurais inquiété plus si j'avais resté à la maison, puis ça l'aurait rempli. Mais en m'ayant, j'étais rassurée d'avoir été à l'hôpital et d'avoir eu un diagnostic de bronchite. Je vous entends plus. Oui, désolé. Juste pour revenir un peu en arrière, vous avez été diagnostiqué du cancer depuis quand même un certain temps. Et vous avez eu une chirurgie dans le passé et c'est des chimiothérapies et tout ça. Est-ce qu'il y a des patientes qui ont été diagnostiquées durant la COVID? Il y a des patientes qui ont... comment vous auriez pensé que tout ce parcours, comment vous l'auriez vu, est-ce que... c'est ça? Moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, c'était en août 2017. Et j'avais rencontré un médecin à l'hôpital Notre-Dame, c'était dans Saint-Jean. Et elle m'avait dit que j'avais un cancer des ovaires stade 4, qu'il me restait 3 mois à vivre si je faisais rien. D'abord, ça pressait que je fasse la chimio. Puis, j'ai pas eu de nouvelles. Les premières nouvelles que j'ai eues, c'est quand je les ai rencontrés. J'ai rencontré le corps éducation à Joliette. Ils m'ont dit que je pouvais faire mes traitements à Joliette parce qu'à Montréal, on me disait que j'étais obligée de monter à Montréal à toutes les semaines pour faire mes traitements. Ça me stressait beaucoup. D'abord, quand j'ai rencontré le docteur Tessa, j'étais très rassurée. J'ai commencé mes traitements fin octobre. Puis, ça a bien été. Mais il y a une chose quand même qui est importante aussi à clarifier, c'est que oui, certainement, un cancer des ovaires, quand il est déjà métastatique, même s'il est rendu à un stade 4 ou un stade 3C, c'est un cancer qui reste, on est capable, avec l'intervention des gynéco-oncologues, d'arriver à une rémission, donc de pouvoir tout enlever. Et ça, c'est un des cancers où même le stade, en gros, n'est pas quelque chose de... c'est sûr que c'est toujours péjoratif et à chaque fois, on dit un stade 4, les patientes et les patients, toujours, ils pensent que non, c'est fini, je suis décédé et tout ça. Oui, c'est vrai qu'un cancer des ovaires stade 3C ou stade 4, qu'on ne traite pas, l'espérance de vie est de 3 mois. Parce qu'il y a des patientes qui disent, moi, je ne veux jamais entendre parler de chimiothérapie, je veux entendre tout ça. Et toujours, nous, on donne la comparaison. Si vous faites aucun traitement, il vous reste 3 mois à vivre. Mais si on est capable de vous traiter et de vous orienter bien en chirurgie ou en chimiothérapie, on est capable de vous donner des années et des années à vivre. Et ça, c'est quelque chose certainement de très important, mais une des choses, et effectivement, vous avez raison, c'est que des fois, quand on rencontre la première fois le médecin, on est toujours, c'est difficile un peu pour nous, et je suis content quand même que j'ai pu clarifier ça, mais juste, je veux quand même que ce soit un peu clair. Oui, c'est vrai que si on n'aurait rien fait, on aurait eu 3 mois de survie, certainement, mais avec l'aide des gynéco-oncologues, surtout dans le cancer des ovaires, on est capable, avec la chimiothérapie, d'aboutir à une longue rémission. Et ça, c'est ici l'utilisation et c'est ici le bien d'avoir une équipe multidisciplinaire et tous les médecins ensemble.
Parce que moi, avec les traitements que je serais capable de vous proposer, on est capable de combiner la chirurgie et la chimiothérapie. Maintenant, vous avez été diagnostiqué aussi vous avez une mutation génétique, le BRCA. Et le BRCA a pu quand même, à travers le BRCA, on a pu avoir une certaine nouvelle façon de pouvoir traiter la maladie ou une nouvelle façon aussi de. Déjà, avoir le statut d'un BRCA, est-ce que ça vous amène plus de stress? Est-ce que ça vous rend plus en sécurité qu'il y a de nouveaux traitements? C'est quoi là? Moi, dans le fond, quand j'ai su que j'avais le gène BRCA1, j'étais plus inquiète pour mes enfants que les petits-enfants, de l'avoir transmis à mes enfants. D'avoir le gène, je ne connaissais pas ça assez pour dire que ça me permettait d'avoir une plus longue OK. Et est-ce que là, maintenant, actuellement, après que vous savez ces 2 années depuis la date du diagnostic, est-ce que le fait d'avoir un statut BRCA a changé pour vous à travers les 2 dernières années en termes de compréhension de la maladie et de risque d'autres cancers? euh, je sais que j'ai plus de risques de développer un cancer que quelqu'un qui ne l'a pas. Mais on m'a dit que c'était une bonne chose que je l'ai, ce gène-là, parce que je réagissais mieux à la chimie. Mais ça, c'est une des choses quand même qui est bonne. Je sais, une des questions que je viens de recevoir, c'est que oui, on les appelle des inhibiteurs de PARP. PARP, c'est une enzyme, en fait, en l'inhibant avec des comprimés, on est capable, chez les patientes qui ont une mutation de BRCA, d'ajouter une autre façon d'attaque contre le cancer. Et le bénéfice des inhibiteurs de PARP a été vraiment très bien marqué dans les cancers des ovaires. Et c'était un des médicaments qu'on utilise de plus en plus maintenant pour maintenir la bonne réponse qu'on a obtenue à travers des chimiothérapies ou à travers après la chirurgie. Pour rester dans le cadre du contexte de la COVID que nous, on a demandé, est-ce que vous sentez que vous avez reçu des soins sécuritaires comme patiente sous traitement, que ce soit c'est vrai que ce n'était pas des chimiothérapies, vous êtes sous comprimé, mais est-ce que les soins qui vous ont été donnés par votre équipe d'oncologie, est-ce que c'était des soins sécuritaires? Et qu'est-ce que vous sentez que votre équipe vous a fait, que vous avez senti que vous êtes bien prise en charge? Et qu'est-ce qui aurait été mieux, que vous aurez souhaité que ce soit mieux pendant la pandémie? Moi, j'avais aimé ça voir mon médecin et moi, mais pour moi, c'est rassurant. Quand je vais faire prendre mes prises de sang, CLSC, c'est une part. Je me rappelé 3-4 jours plus tard pour me donner les résultats, me dire qu'est-ce qui va arriver par la suite, me demander comment je me sens, si j'ai des symptômes, tout ça. Ça, je trouve ça rassurant quand même. Puis, j'avais quand même ce contact-là tous les mois. Je n'ai pas senti que j'avais été abandonnée pendant la COVID. Et la fréquence des examens qui auraient été faits dans le passé, c'est sûr qu'on faisait plus de scans, on faisait plus de prises de sang, on se voyait plus souvent. Est-ce que vous sentez que vous êtes moins suivi en faisant moins ces examens? Non, parce que les prises de sang, je les ai quand même à toutes les 4 ou 5 semaines. Le scan, j'étais supposée en avoir un au mois d'avril, mais je viens de l'avoir. D'abord, ça n'a pas quand même été un gros décalage. Puis, je pense que si j'aurais eu des symptômes, que je vous en aurais parlé, ça aurait été. Et est-ce que au niveau de la famille, au niveau de la gestion, de la prévention de l'infection, est-ce que vous avez pris plus de mesures avec votre famille que par rapport à quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas de traitement, qui n'a pas de cancer ou qui n'a pas de comprimé? C'était quoi les mesures que vous avez mises en place avec votre famille aussi? J'ai été comme 8 semaines sans voir ma famille. Je recommence rapidement à les voir. Et quand je les vois, ben, je me protège quand même. Je me mets un masque. Ils se mettent un masque, on garde le 2 mètres de distance et on se lave les mains souvent.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme intervention pour gérer votre niveau de stress ou d'anxiété durant toute cette période? Parce que c'est même pour les patients les personnes qui n'ont pas de cancer, c'était quand même une période, le confinement était quand même dur. C'était quoi que vous pensez qui était le plus difficile et qu'est-ce qui a aidé pendant cette partie? Moi, ce qui a été le plus difficile, c'est de ne pas voir mes enfants, mes petits-enfants. Pour gérer mon stress et mon anxiété, j'allais marcher, jouer de la guitare, j'essayais de bien manger, de bien m'hydrater, de bien dormir. Alors, je fais rassurer tous les mois sur mon état de santé, donc je ne sais pas facile. Et si vous pensez que pour les professionnels de santé, indépendamment de ce que c'est sûr que nous, on a en place un système particulier où vous avez accès à une adresse mail et vous avez à un téléphone, ce n'est pas le cas. Et quand vous avez quelques symptômes, vous êtes présenté aux urgences, vous avez été pris en charge, vous avez eu la COVID. Donc, c'était quoi parmi ces mesures que vous pensez qu'un autre hôpital devrait mettre en place? C'était quoi parmi ça ce qui était pour vous la chose qui vous a permis de se sentir en sécurité? Est-ce que le fait que votre médecin était accessible, votre infirmière pivot, la sécurité à l'hôpital, c'était quoi le... C'est tout ça, dans le fond. J'ai téléphoné quelques fois à l'infirmière Pivot. Elle m'a conseillé des choses. Je suis allée à tous les mois. Le pharmacien aussi qui s'occupe de ma médication à Montréal m'appelle régulièrement dans des nouvelles aussi pour savoir si ça va bien avec les médicaments. À l'urgence, je trouvais que c'était bien organisé parce que j'ai été vraiment dirigée directement en isolement quand ils ont su quel était mon état. Les médicaments que je prenais pas. Alors, je ne suis pas sentie en danger. Et dernière question, au niveau des médias sociaux et au niveau de l'accès à l'information, pour vous, comment vous avez écouté les informations? Est-ce que c'était les nouvelles? Est-ce que c'était Facebook? Est-ce que c'était les amis? C'était quoi pour vous la source d'information qui était utile? Monsieur Legault. Comment? Monsieur Legault. Ah, Monsieur Legault. Mais pour le cancer, des informations concernant l'évolution du cancer, où vous n'avez Euh, Moi, j'ai été privilégiée parce que j'avais plus de traitement comme tel à l'hôpital. Alors, j'ai pas eu à m'informer, à savoir comment je pouvais recevoir les traitements. Euh, J'avais déjà les médicaments qui ont été approuvés, pas approuvés, mais à la porte chez nous à tous les mois. J'ai pas eu vraiment de démarche à faire pour avoir des informations. OK. Ben, je vais passer, j'ai quelques questions. Merci beaucoup pour ça. Je vais revenir après. J'ai quelques questions qui m'ont été envoyées. Je vais les adresser à Dr. Provencher. D'une autre façon, il y a une patiente qui mentionne qu'il y a eu le scan a été retardé, puis la consultation s'est faite après par téléphone il y a tout ça. Est-ce que je la poser d'une autre façon? Est-ce que vous pensez décaler les scans ou changer les dates de scan changeront le pronostic des patientes qui sont sous traitement? En fait, il y a une vérité en oncologie, c'est que 3 mois ne changent rien dans la survie. Déjà, bon, fait que ça nous donne un peu de jeu. Puis le temps où est-ce qu'on a été impliqué avec COVID, ça ressemble à ça, là, de mars à maintenant. C'est sûr qu'à travers tout ça, ces 3 mois-là, on a essayé le plus possible de rapiécer un peu, de faire en sorte que les délais étaient peut-être moindres. Je pense que ça nous a amené aussi, un peu comme vous disiez plus tôt, à réaliser à quel point peut-être qu'on faisait trop de scans avant. Des scans aux 2-3 mois en ovaire, c'est peut-être beaucoup. Je pense qu'il faut écouter les patients, mais il faut être en mesure de pouvoir leur parler. Il faut qu'on soit en mesure également qu'elles puissent nous parler. Je pense que d'avoir un système où est-ce qu'il y a un accès, que ce soit l'infirmière pivot, l'adresse courriel, un bureau quelque part où est-ce qu'on peut appeler pour se rejoindre, ça, c'est vraiment essentiel. Surtout si on veut comme
être plus efficient dans ce qu'on fait. Si on veut en même temps être un peu vert, si on peut dire, OK, je veux dire, faire tout le chemin, je sais pas, là, de tel endroit à tel endroit, s'en venir à l'hôpital, souvent c'est auto, etc. Bien, ça a peut-être plus sa place, OK, autant. Je pense que ça nous a amené à nous réveiller un petit peu dans toutes ces choses-là. Je pense qu'il va falloir reprendre ces exercices-là puis être capable de mieux délimiter c'est quoi la fréquence? Je veux dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut entendre? Qu'est-ce qu'il faut écouter comme il faut pour être sûr qu'on n'échappe pas personne? Puis je pense que le dialogue est probablement essentiel entre les patients et l'équipe médicale. Ça, c'est certain. Je vais passer à une autre question. C'est, est-ce qu'il y a une personne qui est probablement sous traitement de chimiothérapie? Elle demande, c'est quand on doit attendre le nadir de la baisse de l'immunité après la chimio? Et c'est quoi les mesures qu'elle peut prendre après un traitement durant la période de COVID pour quand même aussi continuer à vivre la pandémie aussi? OK. On sait que la majorité des nadirs, c'est-à-dire le moment où les globules sont au plus bas, OK, c'est habituellement 2-3 semaines après le cycle. Donc, on veut évidemment que ces globules-là soient remontés. Si, mettons, on prend l'exemple d'une patiente qui a terminé ses traitements de chimio puis que là, voudrait considérer d'aller travailler, OK? Traditionnellement, on pensait à une convalescence d'environ 3-4 mois, OK, avant de recommencer d'aller travailler. Avec COVID, mettons que ça nous a amené à aller, je pense qu'il y a eu des directives qui ont été émises par la province qui suggéraient qu'un délai de 2 ans, OK, c'est quand même long, mais quand même, je veux dire, juste parce qu'on est devant un inconnu en ce moment. Si on prend des gens qui retourneraient travailler, je ne sais pas moi, dans un CHSLD ou dans un milieu scolaire ou des choses comme ça, on veut vraiment que l'immunité soit revenue au meilleur. Donc, c'est à peu près ces délais-là. Mais en temps normal, pour reprendre sa vie, pour dire je refais mes activités, bien évidemment, on ne peut pas prendre contact avec les familles autant qu'on le voudrait, mais je peux agir comme tout le monde. Okay? Habituellement, c'est un bon 2-3 mois, puis après ça, bien, on prend la vie comme il faut. Et nous, juste aussi pour répondre d'une façon à cette, en général, les chimiothérapies sont données toutes les 3 semaines. C'est vrai qu'il y a des protocoles où on les donne toutes les semaines avec le Taxol hebdomadaire. Ça rend les choses un peu plus difficiles parce que les globules blancs, ils baissent, puis ils remontent, puis ils remontent quand même de façon très rapide. Donc, probablement que dans cette partie, même si les globules blancs en tant que chiffre ne baissent pas, le système immunitaire reste fatigué avec les fréquences de la chimiothérapie. Donc, probablement que les mesures seront mieux d'être prises pour ne pas être en contact avec des personnes qui sont malades, être en présence d'une foule et tout ça. Il y a une autre question qui est, moi, je pense, qui est très importante et elle est un peu moins adressée dans notre pratique. Malheureusement, il faut la poser un peu plus fréquemment de notre côté, et ça, c'est de notre côté. Et une question importante, est-ce que les personnes atteintes d'un cancer devraient s'abstenir de fréquenter ou de rencontrer de nouvelles relations, que ce soit sexuelles ou sentimentales, et tant que le virus existant ou pas? Quelque chose de très important, je vais te laisser à vous la réponse. Est-ce que s'abstenir complètement de fréquenter d'autres personnes? Je pense que les autorités nous ont bien dit que les nouvelles personnes, c'est peut-être pas le temps de mélanger les fluides. Mais c'est comme pour tout le monde. Mais évidemment, quelqu'un qui est sous chimiothérapie, encore plus, dans le sens qu'elle est fragile. Ce n'est pas nécessairement à cause de COVID, mais c'est juste sa propre fragilité. C'est sûr que du côté émotif, je veux dire, tout le stress qu'on a vécu avec ça, l'isolement, c'est sûr que ça va laisser des traces, OK? Puis c'est certain que c'est pas facile, mais je pense que oui, effectivement, il y a peut-être une mesure de précaution, mais qui s'adresse aussi à tout le monde. Okay. Et dernière question, si essaie de demander, la pilule les inhibiteurs de PARP ne sont pas donnés à toutes les femmes qui ont les cancers de l'ovaire pour empêcher la récidive, ça c'est important à mentionner. Oui et non. Je sais qu'il y a quelques médications qui ont été approuvées, pardon.
Il y a quelques médications qui ont été approuvées, quelques médications non. Je vais vous laisser à vous de commenter sur les inhibiteurs de PARP et leur approbation chez quel. Bon, ben, nos fameux inhibiteurs de PARP ont comme un... Comment je dirais ça? Il y a des personnes chez qui c'est facile de savoir qu'elles pourraient être bénéficiaires de ça. Évidemment, les patientes avec mutation, les patientes qui ont une excellente réponse avec les chimios à base de platin. Déjà, ça nous met sur la piste. Il y a des tests moléculaires qui existent, qui continuent à se développer, qui vont permettre de savoir si ça va bien. Maintenant, il y a une question aussi qui n'est pas encore comprise, c'est la séquence. Quand est-ce qu'on devrait utiliser les inhibiteurs de PARP? Est-ce qu'on devrait les utiliser tout de suite après une première ligne de traitement? Est-ce qu'on devrait les utiliser plutôt après une deuxième, troisième, etc.? Il y a quand même un petit peu d'effets secondaires qu'il faut faire attention. Tu sais, on a comme un petit peu peur au développement d'une leucémie qui est très rare, là, mais je veux dire quand même, on veut pas que ça se développe tout de suite après une première ligne de chimio. Fait que donc, il y a comme en ce moment au niveau sciences, il y a des questions par rapport à la séquence, par rapport à l'utilisation de ces inhibiteurs-là, pas juste une fois, mais une deuxième, une troisième fois. Je veux dire, c'est un peu le PARP after PARP, OK, qui se pose comme question. Je pense qu'on a encore besoin de la recherche pour répondre à toutes ces choses-là. L'autre chose, il y a l'accessibilité. Je veux dire, au niveau provincial, il y a eu des beaux développements qui font que c'est pas juste les patientes avec des mutations qui peuvent y avoir accès maintenant. Donc, tout ça ensemble, parce que c'est quand même des médicaments qui sont très dispendieux. Je pense qu'il y a eu une évolution qui, tranquillement, pas vite, va mieux se préciser là, avec le temps. On va dire bonjour à Valérie. Valérie, elle représente l'ovaire Canadian Cancer Cancer de l'ovaire Canada. Canada, Ovarian Cancer Canada. Donc, oui, Valérie, tu peux t'introduire? Oui, merci Élie. Donc, bonjour, je suis Valérie, je travaille à Cancer de l'ovaire Canada, effectivement. Mon intervention sera courte, j'ai un œil sur le temps, mais je voulais quand même remercier nos panélistes, donc Dr Provencher, Mme Pilion, Dr Kassouf, pour cette vraiment excellente présentation qui est pertinente puis je pense même nécessaire dans le contexte actuel. Merci aussi à Dr Castonguay pour ton travail de coordination. C'était vraiment un plaisir, honnêtement, pour moi de travailler avec vous tous. Je voulais vraiment juste prendre quelques instants pour souligner des ressources de soutien de Cancer de l'ovaire Canada qui pourraient être utiles aux participants du webinaire. Donc, elles sont toutes gratuites, accessibles sur notre site web ovairecanada.org. Elles sont disponibles en français et en anglais. Donc, je pense notamment à notre communauté en ligne OV Dialogue qui vous permet d'entrer en contact avec d'autres femmes qui vivent avec un cancer de l'ovaire, les rencontrer virtuellement, bien sûr, puis d'échanger avec elles. Je parle aussi de nos guides de soutien qui sont disponibles pour des femmes qu'elles soient nouvellement diagnostiquées, qu'elles vivent une récidive. On peut vous envoyer une copie électronique à l'instant même. Donc, on a aussi plusieurs initiatives à venir. Donc, bref, je vous invite à regarder notre site web, à vous abonner à notre bulletin de nouvelles. Puis, si jamais vous avez des questions, un besoin d'information, une demande de soutien, vous pouvez aussi nous écrire. Puis, n'hésitez pas, on est là. Toutes les informations qu'on a envoyées vont être envoyées par mail aussi, avec un formulaire d'évaluation qui a été développé avec la Coalition Priorité Cancer au Québec. Donc, ils vous sont acheminés par mail. S'il vous plaît de répondre à la question, ça va nous aider à recenser un peu les besoins pour mieux orienter les prochains webinaires. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci Valérie, merci Dr Provencher, merci beaucoup Mme Fillon. Et merci pour toute l'organisation. Et merci à tout le monde qui sont présents. Un rapport sera fait et le webinaire sera disponible si quelqu'un a d'autres informations. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye.